9h midi, les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story Radio et télé pour les grandes gueules avec aujourd'hui le restaurateur Stéphane Maningol. Nous sommes exorbitants dans le cadre de la fonction publique. Bruno Poncet qui est cheminot et syndicaliste. Il est l'heure d'accueillir notre invité. RMC, les grandes gueules. On vous avait annoncé d'ailleurs au moment de la sortie de son livre qu'il viendrait dans les grandes gueules. Il est là. C'est Éric Zemmour, président de Reconquête, avec ce livre. Je n'ai pas dit mon dernier mot aux éditions Rubempré. Bonjour Éric. Bonjour. Est-on en train de vivre une crise démocratique, comme le dit Laurent Berger, et ce que réfute Emmanuel Macron? Écoutez, qu'est-ce que ça voudrait dire, une crise démocratique? Ça voudrait dire que la volonté du peuple n'est pas respectée, que les élections n'ont pas lieu dans des conditions loyales, qu'il y a eu un coup d'État, que sais-je. Je ne vois rien de tel. Je pense qu'il n'y a pas de crise démocratique. En plus, la seule mesure dont on a souvenir pendant la campagne d'Emmanuel Macron, c'était justement la retraite à 65 ans. Donc les électeurs d'Emmanuel Macron, dont je ne suis pas, n'ont pas vraiment lieu de se plaindre. Maintenant, bon, il y a, je pense, une crise beaucoup plus profonde qu'une crise démocratique, dont finalement ce mouvement contre les retraites a été le révélateur. Je pense que c'est une crise qui est lointaine, qui vient de loin, et qui est une crise profonde de la France, des Français qui se sentent dépossédés, qui se sentent appauvris, qui se sentent, moi j'avais l'habitude de dire, déclassés. Vous voyez, il y a ce mélange d'appauvrissement et de déclassement social, et pour moi, de dépossession identitaire. Et cette crise-là, que moi je diagnostique depuis longtemps, elle est très profonde. Mais démocratique au sens où je l'ai décrite, je ne pense pas. Comment on la résout, cette crise-là, alors? J'ai fait campagne pour la résoudre. Maintenant, c'est pas, on ne fait pas ça d'un claquement de doigts. Moi je pense, oublions une minute la crise identitaire. Prenons la crise plus précisément sociale, que j'appelle du déclassement, de l'appauvrissement. Je pense qu'elle vient de loin, c'est-à-dire des choix politiques qui ont été faits il y a 30 ou 40 dernières années, qui ont privilégié la consommation sur la production. Nous nous sommes dépouillés de notre industrie. Nous l'avons bazardée. Nous avons mis de plus en plus de charges sociales importantes sur le salaire, et donc les patrons en ont eu marre et ils ont exporté leurs entreprises à l'étranger où ça coûtait beaucoup moins cher. Et par ailleurs, nous avons privilégié les services, la consommation, avec des aides sociales toujours plus nombreuses, qu'on finance par des impôts de plus en plus nombreux, qui font fuir de plus en plus d'entreprises, vous voyez, c'est un cercle vicieux, et une dette de plus en plus énorme. On ne produit plus rien. L'industrie représente 10% de la richesse nationale française. Pour vous donner un point de comparaison, les Allemands sont à 25, je crois, les Italiens à 20. Vous voyez, 20%. On n'a plus d'industrie. Donc, si vous voulez, évidemment qu'on s'appauvrit. Et comme en plus, je vous dis, à chaque fois qu'on demande une augmentation de salaire parce que notre salaire n'est pas assez élevé, la vérité, c'est que les Français ne sont pas assez payés, le patron ne peut même pas, même s'il voulait, l'augmenter vraiment, parce que ses charges augmentent démesurément quand il augmente le salaire, et donc c'est un cercle vicieux dans l'appauvrissement. Donc moi, j'avais proposé pendant la campagne, et je continue, de prendre le problème complètement à l'endroit, c'est-à-dire, de réindustrialiser, produire de nouveau en France, et pour cela, baisse des charges, aide en tout genre, etc., protection de l'industrie française, et de pouvoir augmenter les salaires en baissant les charges sociales de façon massive, que je finançais de façon diverse, entre autres par la suppression des allocations sociales aux étrangers, je la réservais aux Français. Vous voyez, c'était un ensemble global. Mais ça, on vous a reproché, et vous le dites d'ailleurs à un moment donné dans ce livre, qui revient sur cette campagne, on vous a reproché finalement de parler très peu d'économie, d'être que sur les questions identitaires, d'immigration, du grand remplacement. On s'est dit, Éric Zemmour, finalement, si on lui donne les clés de notre argent, qu'est-ce qu'il en ferait? J'essaye d'expliquer pourquoi. Je prends ma part. Vous avez vu, je prends ma part. Je dis, il est très possible, et c'est tout à fait normal d'ailleurs, parce que je me suis engagé dans la campagne pour ça, que je parle avec beaucoup plus de passion de la crainte du grand remplacement que des autres sujets. Je le reconnais volontiers. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas parlé
des autres sujets. Mais est-ce que J'ai ça beaucoup explique... parlé d'école, j'ai beaucoup parlé d'économie, j'ai fait, je crois, 7 discours sur l'économie, c'est pas rien. J'ai débattu avec Bruno Le Maire, j'étais le seul. J'ai parlé d'énergie 1 an avant la crise, et j'ai annoncé à Bruno Le Maire, qui ne disait mot, tout ce qui allait se passer. Vous voyez, sans prétention, mais sans fausse modestie non plus. En économie, j'ai parlé, j'ai évoqué des sujets, et j'ai développé un plan. Les autres, la vérité, on dit les autres ont parlé d'économie, mais c'est pas vrai. Ils ont fait de la démagogie. Ils ont dit on va vous faire des chèques sur le pouvoir d'achat. Moi, je crois avoir présenté un plan global, Vous ne économique. feriez pas de chèque pour aider les gens à payer leur carburant, à payer leur alimentation? Non, mais on peut faire des... Vous savez pourquoi il fait des chèques, Emmanuel Macron? Il fait des chèques parce qu'il ne veut pas qu'on augmente les salaires, parce qu'il ne veut pas rentrer dans ce qu'on appelle, les économistes appellent la spirale inflation-salaire, qui a aggravé la situation dans les années 70. Il faut bien comprendre la logique économique de ça. Mais comment il le finance, ces chèques? Il le finance avec la dette. On a 3 000 milliards de dettes. Ça ne va pas durer autant que les impôts, hein. Je vous assure qu'un jour, ça va nous tomber dessus. Les taux d'intérêt commencent à remonter, ça va nous coûter de plus en plus cher. Donc, on peut faire ça en urgence, vous voyez, faire des chèques. Mais il faut un plan qui permette aux gens d'avoir des meilleurs salaires. C'est ce que j'ai essayé de développer tout à l'heure. Alors, question des GG. Par qui on commence? Zora? Oui, pas de souci. Moi, évidemment, j'ai suivi la présidentielle comme tout le monde. Et je voudrais vous poser une question. Et vous avez apporté un petit peu la réponse. Ce chemin que vous avez emprunté sur la question de l'identité, sur la question de l'immigration, sur la question de l'islamisme, et vous savez très bien que je porte ces questions sans aucun tabou et sans aucune gêne, et j'ai pas de problème avec cela. Il n'empêche que la crédibilité de votre discours est quand même mise à mal par une espèce d'obsession qui fait qu'on oublie que la population immigrée musulmane est pour vous essentialisée, or elle est diverse. Il faut savoir que dans la population musulmane, en France, citoyenne française ou pas de nationalité française, c'est multiple. Autour de moi, autour de nous, nous connaissons tous des gens qui ne font parfois que le ramadan, des gens qui ne le font pas, des gens qui sortent de l'islam, des gens complètement assimilés, d'autres intégrés, etc. Il n'y a pas des musulmans d'un seul type qui seraient complices d'un certain islamisme dont nous sommes, entre guillemets, je me mets dedans, les premières victimes. Donc, est-ce que votre discours ne mériterait pas de penser aussi à cette majorité qui est patriote, française, heureuse d'être ici, qui porte les prénoms qu'on a, et du coup pour redonner, j'allais dire, de la crédibilité au combat contre les extrêmes, et notamment les dérives de l'islamisme. Alors, chère madame, vous avez dit que vous portiez votre part dans ce combat, vous avez tout à fait raison, j'ai souvenir... il y a maintenant une dizaine d'années que vous étiez venu me voir. On avait pris un café à côté du Figaro, et vous m'aviez dit à quel point vous étiez d'accord avec moi et avec les diagnostics que je posais. Donc ne faisons pas semblant. Oui, mais de je vais juste pour la télévision. Non, mais c'est pas ça justement. Non, mais je vais même rajouter que notre café a duré 5 minutes parce que je vous ai dit que dans les quartiers populaires, 80% de la population ne posait pas problème, puisque si on était 5000 personnes, voilà. Moi, j'ai souvenir de ça. Moi, j'ai souvenir. Mais allez-y, il n'y a pas de souci, j'assume totalement, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi non plus. Voilà. D'abord, je tiens à dire que moi aussi, et dans toute ma campagne, je l'ai dit, même si ça n'a pas été relayé, dès mon premier discours à Villepinte en décembre 2021, j'ai dit « Je ne fais pas de distinguo entre l'islamisme et l'islam », on pourrait y revenir si vous voulez, mais en revanche, je distingue entre l'islam, qui est à la fois une religion, un système social, un système culturel, une nation, voire une civilisation, et les musulmans. J'ai dit depuis le début qu'il y avait effectivement, et qu'il pouvait y avoir, et que j'incitais et j'encourageais à avoir des musulmans qui se détachent d'une pratique trop stricte de la religion et qui leur permettent de rentrer vraiment dans une communauté nationale française qui est imprégnée de 1500 ans d'histoire chrétienne. Je vous réponds. Je pense donc que ça, j'en suis tout à fait conscient. Maintenant, je me distingue de vous sur les proportions. Moi, je ne pense pas, contrairement à vous, que ce soit une majorité. Je crois au contraire que plus les années avancent,
plus les nouvelles générations succèdent aux anciennes, et plus au contraire, l'islamisation, pour parler vite, des musulmans de France, français ou étrangers, s'accentue et prend des proportions impressionnantes. Je dis que le nombre fait tout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus assimiler les gens qui viennent, tout simplement parce que les quartiers dans lesquels ils vivent sont complètement islamisés. En vérité, ils vivent comme au bled. Ils ne vivent plus en France. Et c'est ça la vérité dans d'innombrables quartiers. Il y a de plus en plus de femmes voilées. Les hommes vont à la mosquée en camis. Vous parliez des prénoms. Je ne vous parle même pas des prénoms, etc., etc. Il y a une pression sociale dans tous ces quartiers qui islamisent considérablement les gens. Et ceux de plus en plus rares, je tiens à le dire, qui veulent se distinguer, se séparer de cela, doivent s'en aller car ils subissent des pressions, voire des violences. Les femmes ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent, et je ne vous parle même pas des pauvres musulmans qui veulent se convertir au christianisme et qui sont menacés, voire tabassés. J'en ai des exemples par dizaines. Il y a, si vous voulez, un vrai problème que le président Macron lui-même, d'ailleurs, a appelé séparatisme, que moi j'appelle islamisation, conquête de territoire français par l'islam. Maintenant, vous me dites, c'est une majorité. Je vais vous donner quelques chiffres tout simples. Le dernier sondage qui demande aux jeunes musulmans de 18 à 24 ans s'ils considèrent que la charia est supérieure, la loi islamique est supérieure aux lois de la République, on est à 57%. Attendez. Il y a aujourd'hui 75% des musulmans qui font ramadan. Vous savez, le ramadan, c'est pas rien. C'est une contrainte terrible. Un mois sans manger. Ça pose des problèmes économiques, d'ailleurs, sociaux. Moi, je me souviens du président Bourguiba, le président tunisien, dans les années 60, qui était venu à la télévision tunisienne avec un verre d'eau et qui avait dit le ramadan n'est plus adapté aux conditions modernes de l'économie. Donc, moi, manger en arrière. Exact. Donc, c'est pour vous dire que, contrairement à ce que Mme Bitton dit, il y a une islamisation massive et tout à fait explicable par le nombre et par le travail des frères musulmans qui ont depuis 30 ans, avec notre complaisance, la complaisance de nos politiques, islamisé une grande partie de la jeunesse. Question Stéphane Manigold. Moi, je tiens à préciser que je n'ai jamais pris de café, déjeuner ou dîner avec Éric Zemmour. Non, je ne vous connais pas. Voilà, on ne se connaît pas. Voilà. Donc, comme ça, les choses sont dites. Vous venez, je pense, de faire la démonstration que vous ne pourrez pas être président de la République en 2027, parce que la France n'élira ni un gestionnaire ou un administrateur du pays, ni un polémiste aussi brillant qu'il puisse être. Pour deux raisons, celle-ci, mais la troisième, je vais en rajouter une troisième. Moi, j'ai lu votre programme économique lorsque vous étiez candidat à la présidence de la République. Le programme économique, le vôtre, il faisait 3 pages. Donc, dans ces 3 pages, sous forme de PowerPoint, vous aviez notamment la défiscalisation des heures supplémentaires. Cette défiscalisation existe déjà. C'était Nicolas Sarkozy qui l'avait mis en place, Hollande qui l'avait supprimé et Emmanuel Macron qui l'a remis en place. Oui, et donc vous voyez, vous avez le problème, mal lu, cher monsieur. c'est que vous avez mal lu, cher monsieur. Je termine, après je vous laisse, vous avez mal lu. Évidemment. Et c'était le vôtre. Et donc, c'est ce qui conduit, au fond, une majeure partie des Français à s'éloigner de vous parce que vous posez certainement des constats justes. Moi, je viens de quartiers très populaires et j'entends ce que vous dites. Mais ce n'est pas la priorité des Français. La priorité des Français, c'est demain de s'unir et de construire un monde meilleur. Alors, nous avons un désaccord sur tout. Donc, c'est intéressant. D'abord, mon programme économique ne faisait pas 3 pages, c'est archi faux. C'était sans doute le programme le plus complet de tous les candidats. D'ailleurs, je constate, je pourrais vous faire la liste, que le gouvernement Borne en reprend d'innombrables points. Ce qui est très intéressant d'ailleurs et très flatteur pour l'équipe qui a travaillé pour moi. Deuxièmement, quand vous parlez un détail, la défiscalisation des heures supplémentaires, vous oubliez un seul point, c'est qu'Emmanuel Macron l'a rétabli, mais elles ne sont pas déplafonnées, elles ne sont pas défiscalisées complètement. Ce sont uniquement les charges salariales, pas patronales. Moi, je remettais le principe prévu par M. Sarkozy. Oui, quand vous voulez donner un exemple, donnez-le à fond. Troisièmement, vous me dites ce n'est pas la priorité des Français. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ou des citoyens, d'ailleurs. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que c'est le problème essentiel de la France, le problème, j'allais dire, existentiel de la France.
Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Moi, j'ai le avec droit moi. de penser que quand vous réglez le pouvoir d'achat des Français, quand vous réglez leurs problèmes, l'immigration n'est plus un sujet. Cher monsieur, J'emploie volontairement pas le mot problème, n'est plus un sujet. cher monsieur, vous savez, j'entends ça depuis 40 ans. On croit, c'est un matérialisme, c'est une conception philosophique de la politique qui vous est propre et qui est très répandue, qui est matérialiste. Moi, je ne pense pas que les problèmes matériels soient les problèmes, sont des problèmes importants, évidemment, parce que ça nous permet de vivre, mais il n'y a pas que cela. Vous savez, la France, comme disait Michelet, c'est d'abord une âme. C'est d'abord un... Ça, on est d'accord. Non, mais... Et je suis d'accord. Bah oui, donc si vous voulez, les Français, quand votre fille sera obligée d'être voilée pour aller faire ses courses, Voilà. quand votre fille, je le maintiens, quand votre fille sera obligée d'être voilée pour aller faire ses courses, son problème ne sera pas de savoir s'il lui manque 1 euro ou si elle a 1 euro de trop pour acheter sa baguette. Mais là, vous... Mais vous êtes dans les non, mais moi je voudrais répondre parce que c'est... Non, faut pas exagérer. Non, mais je voudrais répondre parce que... Je me suis intéressé, j'ai regardé. Vous devriez être intéressé par mon programme. Non, mais il faut répondre parce que c'est pas possible. Favorable C'est pas possible. au petit commerce. Alors, à des gens comme vous devriez au contraire me louer. Non, mais monsieur Zemmour, quand vous dites que lorsqu'on fait des sondages et qu'on constate que 57% des jeunes sont pour la charia, déjà pour être sur le terrain, en corps à corps avec des jeunes entre 16, 15, 18 ans, je peux vous dire qu'ils en sont pas là et que cette question, c'est pas du tout leur préoccupation. On se demande même s'ils savent ce que c'est. Ça, c'est la première chose. Mais quand on est sur le terrain réellement, il y a ceux qui émergent, il y a le haut du panier, le bruit, et ceux qui sont dans une quête identitaire, qui sont justement en réaction à un certain nombre de politiques publiques qui ont créé et qui ont entretenu, et là je vous rejoins effectivement sur les 40 ans de clientélisme, de communautarisme qui ont fait émerger justement tous ces ghettos, ce ne sont que les symptômes, mais une grande partie des jeunes, elle est dans la revendication, on va dire identitaire, mais pas dans leur quotidien. Ça n'existe pas, ça en vrai. Moi, pour être dans les quartiers, ça n'existe pas. J'ai qu'un jeune autour d'une table, j'ai une seule gamine voilée et elle est française de souche reconvertie. Donc ça c'est la réalité. Les mômes, ils sont pas là-dedans. Et c'est pas parce qu'on fait le ramadan qu'on n'est pas patriote ou qu'on serait pas citoyen français. Ça, c'est important quand même de le dire. Au livre et à votre futur politique. Croyant, c'est aussi pour ça que vous êtes là. Non, mais croyant, c'est pas non plus interdit. Et le livre n'est pas du tout interdit, chère madame. Donc faire le ramadan ou faire la Pâque ou faire Pessa, c'est pas grave. Je vous rappelle simplement que l'islam n'est pas seulement une foi. Et vous le savez, mais peu importe, elle devient... Vous le savez aussi bien que moi. Elle devient pour beaucoup qu'une fois. Un christianisme des Arabes. Elle devient pour beaucoup qu'une fois adaptée à la République. Alors, question de Bruno Poncet, Eric. Puisque tu as regardé le livre, je n'ai pas dit mon dernier mot. Moi, je l'ai lu. Je suis peut-être le seul islamo-gauchiste qui le lira, monsieur Zemmour, mais moi, je l'ai lu. Merci. Je voulais savoir, parce que moi, en plus, je trouve que c'est intéressant de lire ce que les autres pensent, quand surtout vous ne pensez pas comme moi. Moi, vous avez souvent essayé de m'inviter dans vos émissions, quand j'étais leader syndicaliste à Sudrail, où j'étais un porte-parole sur votre émission Paris Première. Oui, les invitations. J'imagine, c'est vos casteurs. Mais j'aurais été ravi de converser avec vous. Moi, j'ai toujours refusé parce que vos propos heurtaient et indignaient l'homme que je suis. Pas le délégué syndical qui serait certainement venu débattre avec vous, mais vous vous heurtiez parce que moi, j'ai été élevé avec des amis maghrébins et noirs. J'ai été élevé dans une espèce de solidarité, de fraternité. Et puis moi, j'étais au Bataclan, monsieur Zemmour. Et dans votre livre, moi j'ai lu avec intérêt le passage sur Patrick Jardin, que moi je regrette encore aujourd'hui. Alors, qui est Patrick Jardin? Patrick Jardin, c'est un monsieur, un papa qui a perdu sa fille dans le Bataclan. Et moi, la fille de Patrick Jardin, je lui ai souri quand je suis rentré et je l'ai enjambée quand je suis sorti. Et donc le jour que Patrick Jardin était témoigné au procès, parce que Patrick Jardin, il faut le savoir, il fait partie des quelques rares survivants, ou père de décédés, qui a épousé vos idées et qui avait envie de violence. Patrick Jardin a été condamné parce qu'il a dit qu'il aurait bien voulu faire comme ce terroriste en Nouvelle-Zélande a tiré dans une mosquée. Voilà. Et moi, Patrick Jardin, je l'ai vu comme un papa blessé. J'étais lui parler, j'étais le seul. Et vous l'avez mis en étendard. Ça m'a beaucoup heurté parce que je me suis dit, c'est quand même dommage, monsieur Zemmour, que vous ayez besoin de vous servir de la tristesse, la douleur d'un papa, et pour à un moment donné, appuyer votre propos qui est un prisme déformant, vous le savez très bien, parce qu'à un moment donné, quand je vois moi ce que vous mettez sur la banlieue, les violeurs, le feu en banlieue, moi j'ai habité longtemps, j'habitais dans des quartiers avec des dealers. Là-dessus, évidemment, malheureusement, c'est une réalité. Mais on n'en est pas à ce que vous racontez. Et moi, je me suis dit, et là, vous avez été encore trop loin, c'est quand vous avez été devant le Bataclan le 13 novembre, vous savez très bien, vous avez heurté. Et vous avez un tout petit mot dans la fin de votre livre en disant, j'aurais peut-être pas dû.
C'est pas ça, monsieur Zemmour. Moi, je pense que vos propos qui appellent à une certaine haine, à une certaine violence, malheureusement, je pense que ça vous dessert. Et moi, je vous trouvais bon en tant que journaliste. Et j'aurais voulu vous continuer de journaliste parce que moi, je pense pas que le rôle d'un homme politique, ça soit d'attiser la haine entre les gens. Et si un jour vous voulez être élu à quoi que ce soit, et même dans votre mairie, même dans votre patelin, il faut quand même réunir des gens qui se ressemblent pas. Alors, allez-y, réponse à Zemmour. Plusieurs choses. D'abord, je ne me sers pas de Patrick Jardin en étendard. Monsieur Patrick Jardin est devenu un ami, c'est lui qui m'a rejoint. Je ne lui ai rien demandé. C'est lui qui est venu me voir pour me rejoindre. Comme madame, d'ailleurs, Evelyne Ribert, qui a perdu son fils, qui a été assassiné par un migrant au cri de Allah Akbar. Maintenant, vous me dites, et les sentiments de Patrick Jardin, comme les sentiments d'Evelyne Ribert, sont tout à fait légitimes. Il est tout à fait normal, excusez-moi, de ne pas tendre l'autre joue quand on exécute votre fille. Moi, je ne pense pas que je tendrais l'autre joue si on touchait un cheveu seulement de ma fille. Moi non plus. Bon, vous voyez. Deuxièmement, vous dites j'attise la haine. Cher monsieur, vous étiez donc au Bataclan. Je ne crois pas que les gens qui vous ont tiré dessus l'ont tiré en disant Zemmour est grand. Non, je ne le crois pas. Par contre, c'était pas des islamistes non plus. En revanche, ils vous ont tiré dessus en disant Allah est grand. Et tout est dit. Vous savez, vous ne pouvez pas faire de 10 personnes un exemple pour tous les musulmans. C'est ça votre sujet. Non. Moi, j'ai une vision. Vous savez, cher monsieur, c'est bien de parler des individus. D'ailleurs, j'explique dans le livre. On a un gros problème aujourd'hui, c'est qu'on ne parle que des individus. Et dans les individus, vous pourrez toujours trouver des cas individuels divers, différents. Madame Bittan a tout à fait raison de le dire sur ce point, et vous aussi. Mais moi, je me présentais à l'élection présidentielle. Ça veut dire que je voulais prendre en charge le destin de la France, pas des individus, de la France. Et la France, c'est global. Et quand on sort des individus pour essayer de se projeter à plusieurs années en avant, et avec des effets de masse, vous savez, il y a une phrase de Benjamin Constant, un grand intellectuel libéral du 19e siècle, qui disait tout est moral chez les individus, tout est physique dans les masses. Dans les individus, vous avez raison, il y a des individus différents. Mais à partir du moment où ce sont une masse, et c'est pour ça que je parlais à Madame Bittan de nombre, là, ça change tout. Et là, on est travaillé par des éléments qui relèvent de l'histoire, qui relèvent du passé, qui relèvent de la religion, qui relèvent de la culture, qui relèvent des vieux conflits millénaires entre la chrétienté et l'islam. Et que ça, vous n'allez pas effacer comme ça en disant « il faut faire vivre tout le monde ensemble ». Ça, c'est la pensée bisounours, c'est très bien, mais ça nous mènera à la catastrophe. Et voilà ce que j'ai dit aux Français, et que moi, je crois être le seul, j'en suis sûr, le seul qui peut empêcher la catastrophe qui vient. Alors justement, le livre s'appelle « Je n'ai pas dit mon dernier mot », c'est-à-dire, Éric Zemmour, que vous serez de nouveau candidat à l'élection présidentielle ? Non, vous savez, l'élection présidentielle ne réduit pas l'existence, la mienne, ni celle des autres. L'élection présidentielle, c'est dans 4 ans. On a le temps de voir venir. Est-ce que vous vous préparez ? Parce que le livre, c'est en gros nous expliquer que ça y est, maintenant vous êtes un responsable politique, que vous avez échoué la première fois, vous avez fait quand même 7%. 7% c'est beaucoup. Est-ce que la prochaine fois vous voulez faire plus ? Voilà. En fait, on a du mal à saisir quelle est votre stratégie pour les 4 années à venir. Vous savez... C'est très simple, ma stratégie, c'est défendre mes idées. Je me suis rendu compte, en vérité, et monsieur faisait le distinguo, que je faisais moi-même d'ailleurs, entre ma vie de journaliste et ma vie nouvelle, entre guillemets, de politique. En vérité, je fais toujours la même chose, cher monsieur. Simplement, j'utilise des armes différentes. Je défends toujours mes idées, j'ai une conscience très aiguë du destin de la France. Je crois, depuis l'histoire des 4 filles voilées à Creil, j'ai compris que nous allions dans une situation qui n'avait plus rien à voir avec les vagues d'immigration précédentes. Et que donc je prends des armes différentes pour essayer de sauver mon pays de l'islamisation qui vient et de la libanisation qui en sera la conséquence. Les 4 de Creil, elles ne sont pas devenues 4 millions. C'est en ça que vous vous trompez. Surtout que d'un exemple, vous en faites des millions. Mais c'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, il n'y a pas 4 millions de gamines qui sont voilées dans une école. Il y en a beaucoup, cher monsieur. Et je continue. Je pense que donc, j'ai utilisé les journaux, la presse écrite, la radio, la télévision, les livres, et maintenant j'utilise aussi un parti politique. Mais pour mener le même combat. Donc, qu'est-ce que je veux ? Je veux rassembler des Français, en tout cas une majorité de Français, qui auront pris conscience qu'ils soient électeurs du RN, qu'ils soient électeurs de LR, qu'ils soient électeurs d'Emmanuel Macron, ou même anciens électeurs de gauche. D'accord, mais
pour essayer de sauver le pays des dangers qui le guettent. Aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui progresse. Un sondage vient d'être publié. Si on rejouait la présidentielle, vous seriez toujours à 7. Elle serait la gagnante de cette présidentielle. 55. Alors, sur les législatives, même pas mesuré. Écoutez, 30 secondes, Eric. Alors, non, il faut faire vite. Laissez-moi une minute au moins pour répondre, parce que ça, c'est la dernière question. D'abord, vous savez, j'ai vu pendant cette présidentielle comment les sondages pouvaient évoluer en 10 jours, 15 jours. J'ai moi-même... Pour Marine Le Pen, c'est attendez, j'ai moi-même... Ah non, déjà, on me laisse que 30 secondes, vous m'interrompez. J'ai moi-même pris 10 points et j'ai perdu 10 points en très peu de temps. Deuxièmement... ce sondage est bizarre parce que prévoir un second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui n'arrivera pas, puisqu'Emmanuel Macron ne peut pas se présenter. Non. Donc c'est bizarre comme choix de sondage. On refait le match en fait. Donc Marine Le Pen a eu 2 chances contre Emmanuel Macron, elle les a perdues. Je dis ça, je ne veux pas donner de leçons. Moi-même, j'ai perdu au premier tour, elle a perdu au second. Je pense, en revanche, qu'elle ne gagnera pas malgré ce sondage, parce que quel que soit son adversaire, elle aura un autre adversaire. Elle aura Édouard Philippe, et ça sera la même chose. Elle est dans une stratégie de lutte des classes. Elle veut opposer les classes populaires à la bourgeoisie. Elle veut opposer les actifs aux retraités. Je pense qu'elle perdra toujours. Moi, vous m'avez demandé ma stratégie, je veux faire exactement le contraire. Je veux rassembler une partie des classes populaires, une partie de la bourgeoisie, une partie des actifs, une partie des retraités, non pas autour de leur classe sociale et de leurs conditions sociales, mais autour de la conception de la France et de la survie de la nation française en tant que française. Merci Éric Zemmour, je n'ai pas dit mon dernier mot aux éditions Ruban Pré. Il se vend bien ou pas le livre Il se vend très bien, écoutez, je suis Il paraît qu'il se vend beaucoup moins que les précédents. Non. Si vous voulez, vous savez, j'en ai 20 ou moins, donc ça dépend quel précédent. Évidemment, je vends moins que le suicide français. Oui. L'année dernière, la France n'a pas dit son dernier mot. On ne parlait que de moi. J'étais en pré-campagne présidentielle. C'est pas le même contexte. Enfin, ça ne m'empêche pas d'être premier des ventes. Je n'ai pas dit mon dernier mot aux éditions Ruban Pré. Merci Éric Zemmour d'être passé par les GG. Dans un instant, le GG 7 et match. Merci à vous.